Eh ben, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. En tout cas, merci aux équipes de CNJ. C'est énormément de boulot d'organiser ce genre d'event. Donc, j'ai choisi une conférence assez large. En fait, l'idée, c'est pas de rentrer dans chaque détail et dans chaque sous-sujet. C'est vraiment de vous présenter quelque chose on va dire, un panel. Et dans les conférences qui vont venir sur les 2 journées, vous allez pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces sujets. Et moi, l'idée, c'est de vous faire un peu une vision globale de tout, de ce qui a évolué, des tendances, et surtout de vous donner des tips. Voilà. Donc, je vais avoir un rythme assez soutenu parce que, comme d'hab, j'ai voulu en donner beaucoup et être généreux. Donc, on est limité là à 40 minutes, mais on est encore dans les temps. Donc, voilà, je vais essayer d'avancer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. LinkedIn, Twitter. Je me présente très rapidement et je vais vous faire la petite histoire de cette conférence. Donc, Elliot Bobier, cofondateur d'une agence web qui s'appelle Pub and Drive, d'une plateforme de rédaction de contenu qui est Content Rank, sur laquelle on propose aussi de l'accompagnement, de l'audit, du netlinking et tout un tas de services liés au SEO. Je fais aussi du coaching, de la formation, de l'accompagnement. Voilà, je travaille autant avec des solopreneurs ou des entrepreneurs que des TPE, PME. Et l'année dernière, j'avais postulé pour le SEO Square, mais j'étais arrivé trop tard et j'avais proposé une conf où j'aime bien donner un sujet qui est pas forcément identifiable. Comme ça, on me rappelle en me disant, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et j'étais parti sur Bonnie and Clyde, comment braquer la banque sans finir chez le shérif. Et ça avait assez. C'est Michel qui s'occupe du choix des confs, entre autres, et qui m'avait rappelé en disant, ouais, ton sujet, voilà, on va l'éclaircir pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc, on parle des tendances. Voilà. Donc, le sommaire, très rapidement, je vais vous parler des enjeux du SEO en 2023, mais sans trop en faire parce que c'est du vu et du revu en termes de chiffres. On va surtout parler des fondamentaux. C'est très rapide, mais ça fait une piqûre de rappel. Core Web Vitals, je vais vous expliquer, c'est le côté technique, à quoi ça correspond et ma vision des choses. On va parler contenu, évidemment, puisque c'est très important. On l'a encore vu au 15 mars avec la mise à jour. Parler de popularité, c'est de netlinking parce que c'est toujours là. C'est toujours d'actualité et toujours en place. Donc, il faut en parler. Et je ne peux pas finir en ce moment sans vous parler un peu d'IA, même si je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous aurez une conférence avec Nicolas qui rentrera un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, quels sont les enjeux et les évolutions en fait du SEO? Est-ce qu'il y a des choses qui changent concrètement ou pas? Alors, gros spoil, fondamentalement, non, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Par contre, c'est plutôt notre métier et la connaissance du SEO, en fait, où avant, c'était un peu un truc de sorcier mystique, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment démocratisé, notamment grâce aux réseaux sociaux ou LinkedIn et aux évolutions des méthodes de vente, en fait, notamment où maintenant vous avez beaucoup avec le média YouTube de gens qui vont faire des vidéos, qui vont vous donner de la formation un peu entre guillemets gratuite, mais sur lequel vous allez pouvoir apprendre. Vous allez peut-être consulter 50 heures de vidéo au lieu d'une formation de 10 heures, mais vous avez moyen de vous former entre guillemets un peu gratuitement. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de posts qui circulent. Euh, Avant, voilà, pour acheter du lien, par exemple, faire des échanges ou autre, trouver des rédacteurs, il fallait connaître ou avoir des réseaux. Maintenant, avec le nombre d'outils et de plateformes, c'est un peu plus simple de vous débrouiller un peu tout seul, entre guillemets. Mais, et là, je mets un gros mais, prononcer cocon sémantique, ce n'est pas savoir exactement quoi faire, comment réagir dans quelle situation et autres. Donc, le métier, il est toujours aussi technique, mais on a quand même l'impression qu'il y a un vocabulaire qui est plus répandu. Mais c'est pas parce qu'on sait prononcer 2-3 mots comme netlinking, backlink et cocon sémantique qu'en fait on est vraiment entre guillemets expert du métier. Et voilà, donc faites attention à ça. On peut facilement paraître expert sur un sujet. C'est plutôt ça pour moi qui évolue vraiment dans le métier. Sur le reste, bon, on est toujours un peu sur les mêmes fondamentaux et les mêmes techniques. Voilà. Euh, il y a de plus en plus d'outils et c'est de plus en plus accessible. C'est ce que je vous disais, notamment sur les outils de sémantique, comme on le voit avec CMJ. À une époque, on n'avait pas tous ces outils, les outils de netlinking, voilà. Mais je rappelle, gros warning sur les outils, le véritable et le seul outil, c'est la Search Console. C'est elle qui vous donne les véritables infos qui viennent de Google et du référencement, en fait. Tous les autres outils, ils vont, entre guillemets, prédire, analyser, faire de la stat. Mais ce n'est pas parce qu'un outil, par exemple, de volume de mots-clés vous explique que tel mot-clé est recherché 550 fois, que c'est 550 fois pile. C'est peut-être 2000 en fait. C'est juste qu'on a la même échelle, donc on peut comparer des choses entre elles qui viennent du même outil, mais c'est à prendre voilà, avec des pincettes et pas exactement au pied de la lettre, quoi. Donc,
Je suis obligé de vous redonner des chiffres, hein, parce qu'ils sont importants, c'est un rappel toujours utile. Google, c'est 90% du trafic sur le web, ok. Les requêtes, c'est pas un mot ou deux, ça va jusqu'à 4 termes ou plus. Donc, ça veut dire qu'il est intéressant de se positionner sur des requêtes à plusieurs mots, soit avoir des semi-phrases, on va dire. Si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, dans le top 10, mais en réalité, c'est le top 3 ou le top 5, bah, vous n'êtes pas du tout visible, quoi. Je veux dire, les internautes qui ne descendent pas en bas de la première page, ils ne vont pas sur la deuxième page. D'accord. Et bah, tout simplement, il ne faut pas oublier le côté génération de trafic en point de vente, parce que beaucoup de recherches se concrétisent par une visite en point de vente, dans la boutique, dans le magasin. Voilà. Donc, au final, en fait, je vais peut-être passer un peu vite sur ces chiffres, pardon. Au final, ces chiffres montrent bien que le côté référencement naturel et Google est quasiment incontournable. Et j'ai envie de dire pour tout le monde, parce que j'ai souvent des secteurs où on me dit oui, mais nous, ça ne nous correspond pas parce qu'il y a telle et telle chose, mais en réalité, ça correspond à, j'ai envie de dire, toutes les marques. Et ce n'est pas que les e-commerçants qui ont besoin d'être visibles sur Google, c'est une TPE, une PME, un naturopathe, un praticien, un agent immobilier, n'importe quelle entreprise a besoin d'être présent et d'être visible sur Google, en fait, et de générer du trafic. On dit souvent trafic gratuit. C'est faux, parce qu'à un moment donné, on a produit un travail, on a fait une prestation, donc ça a eu un coût. Mais par contre, vous n'êtes plus en variable, comme le ferait avec AdWords, même si AdWords, il faut en faire, c'est très bien aussi. Mais vous n'êtes plus en variable. Vous êtes vraiment, une fois que vous êtes positionné 2 ou 3, il faut continuer de bosser, mais je veux dire, chaque visiteur n'a pas un coût unique. Et même si vous ne faites pas du e-com, bah, les demandes de devis, les prises de rendez-vous, des appels, se déplacer en point de vente, prendre sur un calendrier un rendez-vous, tout ça, ça peut être de l'objectif et c'est une conversion pour vous. Et je rappelle la nécessité de traquer, notamment pour les points de vente. Pas assez de points de vente le font, de demander comment le visiteur est arrivé chez vous. Et vous verrez que dans pas mal de cas, c'est le pack local avec anciennement Google My Business, la fiche entreprise qui vous a amené le visiteur. Donc, c'est moi qui le dis, mais on est plein à le dire. En fait, être visible sur Google en 2023 pour une entreprise, c'est quasiment incontournable, surtout si vous avez des ambitions commerciales fortes, vous ne pouvez quasiment plus passer à côté. Voilà. Les fondamentaux du SEO. Bon, avant, on parlait de technique. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Maintenant, on est sur les Keyword Vitals. Il manque un S, c'est pas grave. Mais voilà, il y a toujours des points techniques à vérifier. Il faut aller plus loin que juste Google peut crawler et accéder à votre site. Il y a beaucoup plus de choses, mais on est toujours sur ce principe. On a besoin de contenu, bien évidemment. On a besoin de popularité, donc de netlinking ou de backlink. Voilà. On parle de technique, contenu, popularité. Vous verrez aussi expertise, autorité et trust. Il faut de la confiance, il faut l'autorité sur votre niche et il faut être expert dans votre thématique. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas expert tel quel, ou que vous voulez vous positionner sur un sujet que vous ne connaissez pas, ça va être un peu plus compliqué. Ça se fait, mais ça va être un peu plus compliqué. Il faut, entre guillemets, être un peu passionné quand même par sa niche, quoi. Donc, les règles, ne faut pas oublier qu'on a le support Google, tout est expliqué. Alors, il faut lire entre les lignes, mais vous avez toujours la communauté aussi qui vous répond, où vous pouvez poser des questions. C'est-à-dire que Google donne des règles, ok. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, et ça n'a pas changé, c'est que Google, lui, ce qu'il veut, c'est lutter contre le spam. C'est quoi le spam? C'est pas forcément un site qui va traduire du contenu ou qui va essayer de recopier des bouquins, voilà, ce petit genre de technique. C'est plutôt quelqu'un qui génère un site de centaines de milliers de pages et qui génère des contenus en automatique pour positionner de l'affiliation Amazon. Ça, c'est le vrai spam qui embête Google parce que ça lui prend du temps de crawl et c'est ça qu'il veut arrêter. Et dans sa lutte contre le spam, c'est très compliqué pour lui, et bah, il vient par effet de bord faire tomber d'autres sites ou déréférencer d'autres sites qui n'ont pas forcément été spammers, mais qui ont eu des comportements un peu précis ou similaires. Donc ça, c'est les basiques, ce qu'il faut comprendre en SEO. Google, lui, il gagne sa vie en vendant de l'ADS, AdWords. Il utilise les sites et le contenu qu'on lui donne pour donner de l'information à l'internaute et il veut que l'internaute continue à utiliser Google. Donc, il faut que le résultat de recherche soit le meilleur possible, en fait. Et c'est là où Google a réussi ou a percé le marché. C'est qu'il donne de très bons résultats de recherche. Quand on tape quelque chose de précis, et ben, en fait, on a très souvent la bonne réponse. Voilà. Et notamment, par exemple, je prends les petits sites, ce qu'on appelle MFA, c'est des sites remontés pour Amazon. Ben, ils n'apportent pas forcément une expertise quand je recherche un pistolet à peinture ou quelque chose. C'est un peu tout le temps le même blabla. Voilà. On va parler de technique. Alors là, encore une fois, je veux pas rentrer dans une expertise très profonde. Je veux juste vous sensibiliser au sujet. Après, il y aura d'autres conférences qui reparleront. Bon.
Avant, on parlait de technique, on demandait à ce que Google puisse scroller le site, on faisait de l'analyse de log, on vérifiait les robots TXT, est-ce que le serveur il est correct, est-ce qu'on a bien tous les systèmes de cache, est-ce que le site il est mobile, HTTPS, UX. Bref, c'était un peu une checklist de vérification. Maintenant, on doit aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on doit proposer à l'internaute une expérience de visite sur votre site la plus optimale possible. Donc, je vous ai cité les CLS, les FID, les LCP. C'est les différentes métriques qu'on utilise, que les outils de Google vous donnent. Je ne veux pas du tout rentrer dans le détail. Par contre, ce qui est hyper important de voir, c'est que en travaillant justement cette vitesse de chargement, notamment, c'est ce mode d'affichage et tous ces critères et ces indices, en fait, on s'aperçoit que les internautes, ils sont susceptibles de moins abandonner le chargement de la page. Les taux de conversion vont augmenter. Il y a plus de pages vues, il y a un taux de rebond qui diminue. Donc en fait, tout ça, dès qu'on améliore l'expérience d'utilisation d'une page ou d'un site web pour Google, et ben en fait, on augmente ses revenus, on augmente le temps passé sur le site et on gagne plus de clients, on convertit mieux en fait. Et au global, on a plus de positions, d'accord ? De toute façon, n'oubliez pas un truc, le système de learning to rank, c'est le seul moyen que Google a d'analyser les choses, avec notamment l'algo RankBrain. RankBrain, il repasse après, il regarde le comportement de l'internaute. Par exemple, si un internaute va sur votre site, consulte votre page, il ressort, il va sur le site de votre concurrent, il achète et il ferme son onglet, Google va considérer que le site de votre concurrent est meilleur que vous. Tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il analyse la qualité des contenus et qu'il refait une passe en fait en vérifiant est-ce que votre contenu est vraiment de qualité. Même s'il peut analyser avec des algos, des choses comme ça avant, c'est plus compliqué pour lui, mais le seul résultat, c'est de faire ça. D'accord ? Donc, de toute façon, vous pouvez le berner. Faut être... À un moment donné, il verra que l'internaute, le contenu ne correspond pas, tout simplement. Au niveau de ces Core Web Vitals, les outils sont fournis par Google, hein, donc il suffit de passer dans Page Speed Insight, le test de site, est-ce qu'il est mobile ou pas, Lighthouse pour les peu plus techniques, la Search Console dans l'onglet Expérience, Google vous donne toutes les infos, et GTmetrix qui lui vous donne un système de notation ABC et qui vous donne des informations. Et chacun de ces outils vous dit exactement quoi faire pour augmenter chacun des critères demandés. OK. Par contre, je dis bien relativiser. Par exemple, pour du Google News ou du Discover, OK, il faut 100 partout sur mobile et être au vert partout. D'accord. Je vois certaines SERP où les premiers n'ont pas forcément des Core Web Vitals au top. On est à 50, 60, 70. Par contre, je vois d'autres SERP où tout le monde est optimisé. Donc, en fait, il faut bien regarder un peu comment se positionnent vos concurrents et surtout budgétiser. Un site qui est monté à 90, s'il faut 10 000 euros, alors selon la niche et les concurrents, mais s'il faut 10 000 euros pour gagner les 10 points de plus, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, je dis non, on va s'arrêter à 90, on est bon. Voilà. Donc, regardez, parce que pour gagner un ou deux de plus, ce n'est pas forcément ça qui va vraiment vous faire gagner des positions. C'est un ensemble, c'est un tout. Et c'est ça un peu la tendance aussi 2023, c'est que c'est un ensemble de critères. Ce n'est pas juste un critère qui vous fait gagner des places. C'est un ensemble de choses. Et vous pouvez de toute façon vous faire accompagner, puisque là, on est dans du code, on est dans de la technique, on est dans du modification de HTML et de différentes technologies. Vous pouvez vous faire accompagner par des développeurs, une agence web ou des techniciens, sachant que tous les CMS aujourd'hui sont à peu près compatibles. Mais par contre, ce n'est pas juste du compilage de modules, c'est vraiment un peu c'est quand même du développement. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas dans tous les cas besoin d'avoir une bonne note Core Web Vitals partout, selon les marchés, selon les niches, selon les sujets. Vous en avez peut-être besoin ou pas. On va parler du contenu maintenant. Parce que on a la technique, donc Google il peut crawler notre site est accepté par Google, éviter les technologies un peu JS & Co, même si ça peut être compatible pour le SEO, rester sur les technologies connues et simples qu'on peut optimiser, même si le JS peut passer, il n'y a pas de souci, mais éviter de vous emmener dans des technologies alambiquées. Et encore une fois, n'importe quel CMS fait le job, j'ai envie de dire, en SEO, que ce soit du Magento, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, même si je suis un peu moins fan, mais après, c'est des écoles. Donc, niveau technique, l'internaute, quand il arrive sur notre site, il est heureux. Google, on lui a donné les bons critères. Maintenant, on va parler d'un contenu de qualité. Moi, ça me fait toujours rire ce truc de qualité, parce que qu'est-ce que la qualité ? On est 2 ou 10 à lire un contenu. Moi, je vais dire il est bien. Un autre va dire il n'est pas forcément bien. Donc, c'est ça qui est difficile dans un contenu de qualité. Vous prenez les règles de Google qui sont énoncées encore tout à l'heure. Je vous parlais de l'endroit Webmaster où vous avez toutes les règles. Il suffit de dérouler année par année et il vous donne un peu toutes ces
toutes les explications et ce qu'il attend. Ce qu'on nous dit, c'est répondre à l'intention de recherche de l'internaute. C'est la grande phrase qui revient. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'internaute, quand il a tapé une recherche sur Google et qu'il arrive parce que vous êtes top 3 ou en P0, en la toute première position, faut qu'il trouve la réponse quand même à sa question. Mais faut quand même qu'on l'aille chercher pour qu'il reste un petit peu de temps sur notre site. Voilà. Google nous dit qu'il ne faut pas écrire pour les moteurs de recherche. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Faut rendre son site intéressant et utile. Donc, c'est pareil, je ne comprends pas trop. C'était un peu des grands préceptes qu'on donne. Je vais vous donner un peu ma vision des choses juste après. Et du coup, dites-vous bien que Google, lui, il voit du cache de points. Donc, quand vous prenez un contenu en fonction des médias que vous avez mis, on fait cache de points votre URL et c'est ça que Google voit. Il ne voit pas exactement comme vous à l'écran. Donc, ne vous faites pas avoir selon les technologies, les codes sources, les CSS et ainsi de suite. Google peut voir des choses différentes de ce que vous voyez. Et en fait, la page qui parle du contenu dans l'outil Webmaster de Google a été mise à jour le 24 février 2023. Donc, c'est tout récent, il y a à peine un mois. C'est tout récent et en fait, ça veut dire qu'il y a des mises à jour régulières de ce que Google attend. Voilà. En fonction, il vous met, il peut modifier pas du tout tout, mais il peut aussi vous donner des conseils supplémentaires. C'est pour ça que de temps en temps, il y a quelques pages qu'on visite où on met des alertes sur ces pages et on est notifié de la mise à jour. Bon, dans les faits, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le contenu? Google, il a du mal à comprendre de quoi on parle. Ça reste un robot. On a bon pour les introductions en bourse et les valorisations, faire du blabla sur l'IA, l'intelligence, le truc. Ça reste un robot est bête par principe. D'accord? Donc, c'est là que le concept de sémantique est super important à comprendre. Je pense qu'il commence à être connu. Il y a plein d'outils de sémantique. SEMJ en est notamment un. Chacun a son école. Et voilà. Écrire pour les moteurs de recherche, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on oriente pour Google, c'est des textes qui se positionnent, qui vont ranker, qui vont arriver dans des bonnes positions. D'accord? On structure bien son type de contenu. Ça aussi, il faut en abuser. Et moi, je constate que le maillage interne est trop souvent délaissé. Si je peux avoir une vision sur le contenu aujourd'hui, c'est ça. Faire de la sémantique, écrire pour les moteurs de recherche, bien structurer ses contenus et maillage interne, mais je vais y revenir un petit peu après. Voilà. Un bon contenu, finalement, c'est quoi? Bon, c'est les trucs classiques. C'est une title et une métadescription. On y met un texte. On met des H1, H2, H3 et on structure bien son texte. Okay, on met du grade d'italique, du souligné, c'est de la mise en forme. On met des médias, images, vidéos, tweets, Pinterest, tout ce qu'on veut. On peut inclure des médias. Et on va faire des liens internes et externes. Je trouve les gens trop radins encore en lien externe. C'est pas parce que votre site il doit garder, j'en reviendrai plus tard, tout son PageRank qu'on ne peut pas faire des liens sortants un peu vers les autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des liens sortants vers les personnes, des sites référents dans votre thématique, entre guillemets, ou des sites qui complètent un propos que vous êtes en train de parler. OK. Dans les faits, la sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est on va aider Google à comprendre un sujet. Par exemple, si je vous dis Jaguar, si j'accompagne mon texte de SUV, voiture, berline et sport, Jaguar, on comprend que c'est la marque, le modèle. Si je dis félin au Mexique, morsure animale, courir, vitesse, je ne sais pas quoi, on a compris que c'est l'animal. Mais en fait, c'est ça. Il faut vraiment s'orienter là-dessus, comme poils et poils à granuler. Et en fait, si Google, on ne l'aide pas à comprendre de quoi on parle, avec l'utilisation des beaux mots, du bon champ lexical, en fait, il a du mal à comprendre, il peut se tromper. Et d'ailleurs, on le voit quand vous tapez Jaguar dans Google, en fonction des époques et des saisons, il va vous pousser plutôt l'animal que les voitures. Mais dans tous les cas, il vous met des images des deux et des résultats des deux. Il y a beaucoup d'outils d'aide à la rédaction et outils sémantiques. Et pour moi, aujourd'hui, en 2023, c'est compliqué de s'en passer. On peut encore, mais ça reste compliqué. C'est vraiment une aide à la rédaction. Il n'y a pas photo. Si en plus, vous avez une expertise sur le sujet, c'est top. Sur les types de contenus, moi, je vois 3 types de contenus. On parle souvent du tunnel, tofu, mofu, bofu. Donc, on a une page de vente, c'est le haut du tunnel. On a des articles de blog, des guides d'achat, d'utilisation, des conseils qui sont des piliers qui viennent pousser. J'ai un schéma juste après pour vous expliquer. Et on a de l'article un peu plus remplissage, on va dire. Je vais m'expliquer. Page de vente, on a réservation, forfait de ski, Châtel, par exemple. En article de blog, on va avoir que faire à Châtel en été. Et dans le remplissage, on va avoir par exemple présentation de la boutique de bijoux, machin truc. Voilà. Et donc, tous ces contenus,
Ils ont bien évidemment un budget différent, puisque sur une page de vente, on va y mettre de la photo, de la vidéo, si on peut de la photo unique, des belles vidéos, des animations, on va bien travailler le contenu. On va faire et du copywriting et du SEO, même pour moi si c'est compliqué de faire les deux, mais on va essayer. La page de remplissage, on prend le screenshot du site, une petite photo, et donc les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà un peu comment on organise, on va dire. Là, ils ne voyaient pas un menu, un genre méga menu en haut, ils voyaient plutôt un maillage interne. On a notre page de vente, j'ai des pages d'information à forte valeur qui viennent pousser, donc c'est-à-dire faire un lien en interne vers ma page, qui est ma page sur laquelle je veux vraiment drainer du visiteur. Et en dessous, j'ai des pages de soutien qui viennent pousser la page d'au-dessus. Et bien évidemment, on a des sujets. Si par exemple, mes deux cases du milieu, à côté, à droite et à gauche de pages d'information à forte valeur, ça peut être une ville différente. J'ai Orléans à gauche et Paris à droite. Et ben, en dessous, je vais parler de Paris et à gauche d'Orléans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la structure du contenu qui est importante. Et si vous voulez dépasser vos concurrents, ce que je peux vous donner comme quelques astuces, plus vous ajoutez de pages sur votre site, plus vous prenez naturellement de page rank. Faites une page ajoutée, elle prend tout de suite un petit peu de page rank. Le page rank, c'est le nombre de votes, c'est une note que Google vous attribue. Il est toujours utilisé, même s'il n'est plus donné. Mais voilà, il est important d'avoir un site qui est assez conséquent. Et on le voit bien sur certaines niches, quand vous faites un site de points, tous les premiers de la SERP, ils ont 10 000, 15 000, 20 000 pages. D'autres, avec 20, 10, 15 pages, ça suffit. Écrire vraiment, faire un texte SEO plus amener votre expertise, je reviens sur l'EAT, c'est vraiment ce qui fonctionne actuellement. C'est un article SEO et puis une passe expertise pour venir rajouter des mentions très précises. Mais je veux dire, même si un texte il est techniquement très bon sur le sujet, s'il n'y a pas cette passe SEO, il a du mal à se positionner. N'hésitez pas à faire du glissement sémantique. Hein. C'est quoi le glissement sémantique? C'est je vends du déménagement. Déménagement Toulouse, que faire à Toulouse, club de yoga Toulouse. Voilà, je suis nouveau, je cherche un club de yoga à Toulouse. Si c'est le site de déménageur qui me donne la liste des trucs de yoga, peut-être que comme je déménage, je vais avoir besoin du déménageur. Voilà. Donc des fois c'est facile, des fois c'est moins facile. Vraiment le maillage interne, bosser le maillage interne entre vos articles et selon les catégories et produits que vous voulez pousser. Donc quand je dis le maillage interne, c'est de manuellement faire un lien depuis votre texte dans votre site vers les pages que vous voulez plus ou moins pousser en fonction des catégorisations de produits. Et peut-être que vous avez des produits qui ne sont pas intéressants pour vous à la vente, mais que vous avez là pour du remplissage, mais vous ne voulez pas forcément les pousser. Donc, vous allez travailler des articles et du maillage vers l'un ou l'autre. Clocking white hat, regardez. Alors, quand je dis white hat, c'est on a le droit de cloquer un site. Cloquer un site, c'est quoi? C'est montrer une version différente à Google et à l'internaute. On a le droit en ce sens où le contenu de la page ne change pas. C'est une technique à la base Black Hat. Mais voilà, donc quand je dis clocking, c'est regarder du côté du méga menu. Dans certains cas, c'est intéressant de cloquer le menu parce qu'on épure vachement le site. Je vais vous parler des microdata parce que vous ne pouvez pas passer à côté. Et la rédaction, on est bien d'accord, elle est toujours relue, humaine et contrôlée. Et on ne poste pas n'importe quoi sur son site parce qu'on peut prendre des retours de bâton en se disant « Ouais, ça a l'air facile de générer des dizaines et des quinzaines de pages. Tiens, je vais mettre ça en sous-section que l'internaute ne voit pas. » Et puis au final, mauvaise idée. On se prend un shoot lors d'une mise à jour, notamment celle du 15 mars. Donc, les microdata, c'est quoi? On va aider Google dans une SERP, vous l'avez vu, la SERP, le résultat de recherche Google. Il y a tout un tas d'informations qui sont amenées par les URL. D'accord? Notamment des logos, voilà, du fil d'Ariane, des extraits de produits, des FAQ, des images. Et tout ça, vous allez devoir utiliser les microdata dans vos pages pour aider Google à comprendre de quoi on parle. Encore une fois, c'est disponible en ligne. Vous allez sur schema.org et vous avez toutes les infos incrémentées, mais il faut vraiment incrémenter ces microdata. Comment trouver des idées de contenu? Donc là, les outils classiques, vous en avez des plus ou moins évolués, mais qui vont traiter des comment, pourquoi, d'autres qui vont faire du prédictif, d'autres qui reprennent des PA. Voilà. N'oubliez pas le Keyword Planner de Google. La Search Console, dans l'onglet Performance, ça vous dit sur quelle requête vous êtes apparu. Des fois, par effet de bord, vous faites un top 90, mais vous n'avez pas travaillé la requête, ça va vous donner une idée. D'accord? Prenez par produit, service ou vos services ou catégories de produits et cherchez des idées de questions que l'internaute se pose. Donc pour ça, vous pouvez aller voir votre service après-vente. Quelles sont les questions, quels sont les appels, qu'est-ce qui est tapé dans le chat par exemple comme question, quels sont les échanges avec les commerciaux. Prenez votre téléphone, appelez des clients, envoyez des mails et essayez de répondre aux questions de vos internautes. Okay, et surtout, surveillez vos concurrents. Vous faites un site de points et vous regardez de quoi parler, quels sont les titles de vos concurrents. Et vous regardez des idées de sujets comme ça. Et ça peut vous donner des idées de contenu pour changer un peu du lot et être novateur sur le sujet. Si vos contenus ne sont pas indexés, ils ne servent à rien. Donc, nos conseils sur l'indexation, c'est surtout maintenant avec l'IA, j'en reviendrai tout à l'heure, il y a beaucoup de contenus produits. Donc, n'attendez pas pour indexer vos contenus.
D'accord. Utilisez la Search Console dans Inspecter, vous pouvez pousser le contenu. Vous avez des API Google. Tous les outils Core Web Vitals que je vous ai donnés tout à l'heure, par exemple Google PageSpeed et mobile, bah, évidemment que Google il s'en sert pour indexer vos pages parce que ça lui permet de découvrir le web. Donc n'hésitez pas à tester vos pages, il y a des API pour ça. Mettez une petite vidéo YouTube, c'est pas mal, ça indexe aussi. Vous avez des outils d'indexation automatique, je ne suis pas très fan, ça laisse des footprints, mais pourquoi pas. Et n'oubliez pas de bien structurer vos URL parce que Google arrive au crawl prédictif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je parle de poil, bah, j'ai slash poil. Si c'est pour des plaques des plaques, mettons à gaz, c'est slash poil slash gaz slash le nom de ma marque ou mon nom de produit. Mais il faut classer un peu comme un ordinateur classerait des dossiers et ça aide Google à vachement mieux découvrir votre site et surtout avec le maillage interne. Ok. Donc, sur le contenu, les bonnes pratiques, mais je ne vous apprends rien. Faites du multicanal, partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à emailer, envoyer des newsletters avec vos contenus si les gens sont abonnés. Faites du push notif quand vous publiez des nouveaux contenus. N'oubliez surtout pas d'avoir toujours un système de tunnel pour choper des mails et après envoyer une séquence derrière, donc offrir un PDF, offrir un service, un rappel gratuit, quelque chose. Ok. Mettez vos pixels immédiatement sur vos contenus parce que si vous faites 100 visiteurs jour, bah, à la fin du mois, vous en avez fait 3000 et puis 30 000 à l'année, bah, vous avez 30 000 interactions faites au pixel Google, Facebook, Pinterest qui vous permettent bah, de faire des campagnes de lookalike ou de retargeting pour ceux qui connaissent et le trafic SEO, c'est le moins coûteux en fait de tous les trafics, quoi. Voilà. Donc, bah, quand on voit le contenu, vous savez qu'il y a tout un tas de SERPs complexes, donc des packs locaux, il y a du Google Actualité, de la vidéo, de l'image, du carrousel. Il faut essayer de tout prendre et vous positionner sur tout. Donc, le moindre truc un peu sympa, notamment comme le pack local, bah, faut essayer. Vous faites votre fiche Google My Business, vous mettez bien à jour les photos, les horaires sur les jours fériés, ce genre de choses. Si on s'appelle JL Elec 45, bah, on peut s'appeler électricien Orléans JL Elec 45. Même si de temps en temps ça saute, ça marche encore. N'achetez pas des faux avis, c'est illégal, mais demandez des avis à vos clients, c'est hyper intéressant. Et notamment quand vous faites du netlinking, demandez à ce qu'on intègre votre fiche Google My Business dans les contenus parce que ça fait un lien vers elle et ça aide aussi à monter. Ça, moi, quand je fais de la prestation de netlinking pour des clients, bah, j'aime bien travailler le HTML de mes textes et notamment intégrer ce genre de choses pour eux. Sortez les people also ask, même si c'est très bien, modifiez-les, regardez ailleurs ce qui se fait. Il y a eu des générations de contenu automatique avec des HN, où le contenu n'est que formé par des people also ask. Dites-vous que plus c'est des choses automatisables, plus Google y fait attention parce que ça peut justement être du automatique non relu. Donc sortez des PA vraiment, faites de la vidéo, faites de l'image. Si vous pouvez avoir des images sur mesure à vous que vous faites vous-même, bah, mettez-les. Je vous donne un petit tip sur le référencement vidéo YouTube. C'est un système de titres et de recherche de requêtes. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et vraiment, ce côté image unique. La balisale, pour le préciser, même si c'est un peu sous-côté, mais bon. Actu et Discover, bon, bah, les Core Web Vitals, là, vous devez vraiment les travailler. Je dis 80 mini, mais si vous pouvez être le plus proche du 100, c'est le mieux. Et c'est une stratégie de contenu Google Actu et Discover qui peut aussi vous aider vraiment à tomber dans Discover et à avoir une stratégie de contenu qui vous fait des visiteurs en plus. Okay, mais il y a beaucoup d'échecs, ça ne marche pas à tous les coups, c'est quand même assez compliqué, c'est beaucoup d'investissement et d'énergie. Donc voilà, ce n'est pas toujours simple. Même si on en fait tout un pataquès, mais il n'y a pas beaucoup d'experts sur le sujet. Moi, je ne suis pas du tout expert là-dessus, sur Discover, mais il y a des trucs sympas à faire. On va parler popularité, il va falloir que j'avance un petit peu plus vite. La popularité, en gros, pour avoir du PageRank sur une page, il faut recevoir des votes, c'est-à-dire un lien. Donc, j'ai un blog qui me fait un lien, j'augmente le PageRank de mon site. Okay, comment on fait? Bon, Google, il nous dit la règle, c'est tu ne dois pas manipuler l'algorithme. Moi, demain, un serrurier à Marseille, je ne sais pas qui naturellement, sur son blog, fait un site en disant qu'il est heureux de son serrurier à Marseille, qui lui a pris 4000 balles pour ouvrir la porte. Voilà. Par contre, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que si on fait bien le netlinking, ça fonctionne. Pour moi, je fais un netlinking uniquement thématique. Je n'aime pas les sites généralistes et j'aime bien des sites vraiment thématisés avec toujours mon système de glissement sémantique. Si j'ai un site sur la santé, je peux expliquer, par exemple, en quoi telle recette est sain ou pourquoi l'avocat est sain. Voilà. Et donc, j'ai un site de recettes qui peut peut-être me faire un lien parce que je parle de santé. Donc, dans les faits, ce qui est vrai, c'est que ça marche. D'accord. C'est plus ou moins facile à identifier parce que il y a beaucoup de plateformes de vente de liens maintenant. Faites quand même attention au footprint quand vous achetez les sites d'une même personne parce qu'on peut remonter des choses.
Vos concurrents avec les outils, c'est facile d'analyser leurs liens. OK. Le contenu que vous postez pour le netlinking, il faut qu'il soit optimisé pareil. Il n'a pas à être moins optimisé, il doit être de qualité. Donc, il faut un beau contenu. Et n'oubliez pas le relinking, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez acheté tous les liens du marché, alors ça arrive rarement, mais vous pouvez refaire du lien vers vos liens, histoire de remettre une petite couche d'augmentation. Mais bon, le netlinking marche toujours. Il y a une différente manière de le faire. Mais voilà, ça fonctionne. N'oubliez pas les différents types de liens. Aujourd'hui, on fait beaucoup de l'achat sur du blog naturel, sur du blog, pardon, mais il y a toujours de l'annuaire, du forum, des commentaires quand c'est do follow, attention. Blog naturel, c'est-à-dire qu'il y a encore des vrais blogueurs qui écrivent ou des influenceurs qui ont des blogs. Achat aux éditeurs, aux plateformes, bon là évidemment c'est le truc du moment. Et il y a toujours aussi des web profils où vous pouvez créer des profils sur certaines plateformes plus ou moins de qualité. Ne faites pas d'automatique, jamais d'encre exacte, je pense que j'en parle juste après. Voilà. Pas d'encre exacte, évitez, c'est prendre un risque, même si ça fonctionne bien évidemment, c'est prendre un risque supplémentaire. Mais ça marche, quoi. Il n'y a pas de sujet. Je vous donne quelques conseils juste après. Voilà. En termes de métriques pour choisir vos spots, attention, tous les outils sont externes à Google, je le rappelle. Il n'y a que la Search Console qui vous donne vraiment des infos. Certains outils vont parler de DA, d'autres de TSCF. On a la Force Invite pour d'autres outils aussi. Les vrais éléments sont en Search Console. Donc, ce qui va vraiment vous donner l'impact d'une campagne de netlinking, et nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est de suivre les mots-clés et les URL et de voir si on est à la hausse ou à la baisse, tout simplement. On peut faire des liens vers la page d'accueil, mais pas que. Moi, j'ai beaucoup de stratégies d'articles de blog et de netlinking vers de l'article de blog, parce que si le maillage interne est bien fait, vous diffusez le PageRank au sein du site de cette manière-là. Et on a un PageRank qui est maintenant thématique. Donc, plus vos sites sont thématisés et plus il y a une correspondance sémantique entre les deux, une proximité sémantique entre les deux contenus, celui qui vous fait le lien et le contenu qu'il reçoit, plus pour moi il y a de volume de PageRank qui passe, ou du moins le vote est pris en compte par Google. Si je suis sur un site de carte grise et que c'est un garagiste qui me fait un lien, ça a son sens. Si je suis sur un site de garagiste et qu'on fait un lien vers un truc de jardinage, c'est tiré par les cheveux, quoi. Entretenir le jardin du garagiste, quoi. C'est voilà. Donc moi, je suis vraiment sur ce côté thématique, ce que je propose à mes clients parce que c'est important, quoi. Voilà. Pour choisir vos sites partenaires, déjà faites le tour de vos clients, de vos fournisseurs, de tous les partenaires qui sont en rapport avec vous, parce que vous avez du lien que vous n'avez pas pris. Ok. N'oubliez pas ce qu'on appelle PBN, Private Blog Network. Moi, j'en fais toujours, mais private, ça veut dire privé. C'est pas mis sur les plateformes. Il n'y a que vous qui connaissez vos sites. Ok. Et ça, bien sûr, ça fonctionne toujours. On en fait encore beaucoup. Tous les contenus doivent être de qualité. C'est pas parce qu'on fait du netlinking, qu'on fait un DeepL moche ou qu'on fait du mauvais contenu. On écrit des beaux contenus. Et on met à jour les sites. De temps en temps, on peut reproposer des contenus complémentaires. Je mets sectorisation vers ultra niche. Je ne rentrerai pas forcément dans la ultra niche, mais des spots thématiques marchent très bien. Attention au fake traffic et SEMrush. Quand je tape ANTS ou mon compte ANTS, j'ai envie d'aller sur le site de ANTS. Ce n'est pas parce que SEMrush nous dit qu'il y a 1 million de recherches soi-disant mensuelles, ce qui est peut-être vrai. Mais si j'arrive à faire un top 15, je vais décupler mon trafic. Mais c'est un faux trafic entre guillemets SEMrush. Donc, voilà, quand vous choisissez vos liens, choisissez bien. Moi, je sais que c'est un peu des spots que j'exclus. Et regardez vraiment les mots-clés positionnés. C'est ça qui compte, c'est est-ce que le site fait des positions ou pas. Un bon lien, c'est quoi? On le met tout en haut au premier paragraphe. On ne fait jamais d'encre exacte pour sécuriser. Ou quand on le fait, on sait où on met les pieds, en fait. Moi, j'ai toujours mes angles sémantiques. Ce site qui vend du CBD sur le site de ce chauffagiste, voilà. Le maillage interne du site doit être bien fait. Faites des liens diluants, ok. Avec des encres aussi variées. Votre contenu ne doit pas pointer que vers vous. C'est suspect, je veux dire, c'est l'anomalie statistique. Quand Le Monde fait un article, il cite plusieurs sources. Donc, citez plusieurs sources même en netlinking. Et ne faites pas que des liens vers les sites de l'État, les EDU, les wikis, parce qu'après, il n'y a plus que ça sur les SERP. Et on a du mal à repasser devant. Bah oui, parce que si chaque contenu fait un lien vers Wikipédia, forcément, quoi. Ok. Sur les types de contenus, n'hésitez pas à faire des articles pas forcément blog, mais moi j'en fais beaucoup, de citations, du branding, type Discover, parce que vous n'êtes pas à l'abri que ce contenu-là, sur le site du partenaire, il tombe dans Discover, ça vous ferait de la visibilité parce que le lien il est cliquable, bien évidemment. Voilà, changer de la longue traîne, faut faire des contenus un peu différents, quoi. Mettez des médias, donnez des photos, faites des interviews. Genre nous, les contenus, on les travaille beaucoup, même pour le netlinking, parce que c'est important pour moi, quand je dis de mettre de l'amour, c'est le truc un peu aussi surfait, mais c'est vrai que c'est important de bien s'en occuper et pas de faire n'importe quoi. Voilà.
Tout ce qui est hors du hack, moi j'évite. Donc il y a plein de spots souvent donnés, parce qu'un mec en conférence a donné le spot. Au début, il est pas spammé, tout va bien, vous l'utilisez comme les autres et puis au bout de 6 mois, il y a n'importe quoi dessus, votre lien il a plus de valeur et vous avez eu un investissement pour le prendre. Donc j'aime pas trop ce côté, je vais vous donner l'astuce, on avait le site de l'État à un moment donné, on chargeait un PDF vide, on mettait un lien sur la fiche et ça y est, on avait pu publier une ressource. C'était devenu n'importe quoi. Donc au début, le lien a du poids et après il en a plus. Voilà. Là, j'ai fait un peu le tour. Maintenant, on va digresser sur ce qui se passe un peu. Je vous ai donné pas mal d'astuces, dit un peu comment moi je fonctionnais. On va parler de l'IA, de l'impact de l'IA dans les SEO, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ok. On a vu clairement une diminution des demandes de textes humains, où beaucoup de gens sont mis sur ChatGPT ou acheter des textes autogénérés. Sémantiquement, il y a quand même une bonne qualité. Nous, on arrive à faire des belles choses. Par contre, il faut vraiment relire et remodifier. Ok. Les prompts sont faciles, hein, on vous fait croire sur LinkedIn ou quoi qu'il faut vous donner, faut télécharger des PDF de prompts. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable de faire votre propre prompt, vous ne méritez pas d'utiliser OpenAI, hein, clairement. Attention aux fake news, ça dit beaucoup de bêtises, mais ça les dit avec aplomb, donc on a l'impression que c'est vrai. Ça ne remplace pas du tout un rédacteur humain. Et aujourd'hui, je considère encore que même sur un site e-commerce, je déconseille d'en placer. Par contre, que le rédacteur cède des réponses pour faire quelque chose, oui, c'est possible. Mais par contre, surtout que voilà, générer autant des contenus, pas les relire, les mettre comme ça reste encore de l'ordre, entre guillemets, du black hat pour moi. C'est pas tout à fait au point. Par contre, voilà, reformuler, générer des contenus, faire du contenu peut-être un peu profond, mais bien relu, faire un peu de netlinking, peut-être compléter des profils, vous faire des bios. Voilà, faut l'utiliser avec des pincettes pour moi encore parce qu'on n'a pas tout à fait de retour et on ne sait pas comment Google va réagir. Je rappelle, OpenAI investit sur Microsoft. Microsoft, c'est Bing. Bing, c'est le concurrent principal de Google. Donc voilà, on parle des watermarks et tout sur les textes, donc c'est-à-dire que les textes seraient marqués. C'est surtout pour qu'OpenAI ne reprenne pas sur ses propres textes. C'est plutôt utilisé pour ça pour l'instant, on va dire. Voilà. Et en fait, c'est ça les dérives, si vous voulez, qu'on a vues depuis 3-4 mois. C'est vrai que c'est très pénalisant pour le marché du contenu parce qu'il y a une baisse de texte humain. Donc on voit clairement que le web ou les sites édités par les éditeurs commencent à être mis, pas full IA, mais pas loin. On en utilise trop pour moi. Chaque contenu maintenant, et c'est justement Nico qui le partageait sur LinkedIn, quand on me transmet un contenu, je demandais 500 au minimum, on en donnait 502, maintenant on m'en donne 1002. Bah oui, c'est de l'IA, ça coûte plus rien, donc allez-y au contenu long. Et c'est pas parce qu'un contenu est long qu'il est meilleur, je répète. Même quand on livre des textes humains, bah, il y a une paranoïa aujourd'hui de gens qui disent bah, c'est de l'IA, alors qu'en fait non. Et aujourd'hui, il n'y a aucun détecteur qui peut nous le donner. D'accord. Et effectivement, il y a des rédacteurs qui disent que c'est du texte humain, c'est pas du texte humain. Voilà, c'est pas du texte humain, ils ont généré, ils espèrent vendre 10-15 euros leur contenu, alors qu'en fait, c'est de l'IA, vous pouvez le faire pour 10 centimes. Donc, c'est vraiment pénalisant pour le marché. Moi, je vous conseille encore de commander des textes humains parce qu'il y a une âme, il y a quelque chose de plus, il y a des recherches, il y a du contrôle. Et aujourd'hui, wait and see, on ne sait pas ce que Google, comment il va réagir. Il a communiqué en disant qu'il n'avait pas pour vocation à shooter l'IA spécifiquement, mais bon, voilà. C'était un peu ça. Je voulais vous parler des résultats parce que je vous ai donné quelques conseils, marches à suivre, mais voilà, concrètement, ça, c'est des courbes qui sont basées sur des outils, donc ce n'est pas la Search Console, mais vu que c'est le même ordre de grandeur et de calcul, bah, on constate quoi? On augmente le nombre de mots-clés positionnés, d'accord? Et si on gagne des positions, bah, on augmente la visibilité et on fait beaucoup plus de trafic. Et c'est ça qu'on cherche en fait, c'est plus de pages rank, plus de trafic. Et après, c'est des stratégies de conversion on-site, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le métier du SEO. Et ça, c'est des courbes voilà, de clients faits avec l'ensemble. Un site optimisé qui est carré et qui correspond à la concurrence, au moins même niveau. Du beau contenu, d'accord, et du contenu bien maillé entre eux à l'intérieur. Nous, c'est genre la prestation de maillage, je la vends systématiquement parce que c'est jamais bien fait, entre guillemets, vers des produits, vers des catégories et vers les articles de blog entre eux. Et on y met du backlink et du bon backlink thématique. Et si on a bien fait le job, ça monte. Mais toujours le petit bémol, hein, il y a des fois, on n'a pas toujours les mêmes résultats. On parle souvent des bons résultats, mais on a toujours des fois quelques clients où c'est plus galère parce que la thématique le veut, parce que Google a décidé que. Donc, c'est pas certifié à 100%. Et le SEO qui vous dit, moi j'ai la méthode pour à 100% dans tous les cas vous faire augmenter le trafic, c'est faux, ça n'existe pas. Mais en fouillant, en tâtonnant, on arrive toujours à trouver un peu des choses à optimiser. Et voilà, que retenir un peu de ma conf. Même si aujourd'hui, un peu
la tendance au moral un peu à la baisse et que le business, on le sent compliqué. J'ai vraiment 2 stratégies sur les clients. J'en ai qui freinent des 4 pieds et qui disent: Je veux surtout pas, je veux couper tous les investissements et on arrête tout». Voilà, et j'en ai d'autres qui disent justement c'est le moment vu que les autres vont diminuer, moi j'augmente tout et tous les budgets plein de mal et on bourre de netlinking et on bourre de contenu et on y va, on fait bien le job, mais je veux passer leader sur mathématiques et je vous mettais la citation de Coluche, il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je vois pas en quoi c'est une crise, depuis que je suis petit c'est comme ça. Moi j'avais un prof d'économie quand j'étais en cours, ça date d'avant, ça date de 2008, qui disait quand on parle de crise depuis 15 ans, c'est que c'est pas une crise mais c'est une nouvelle période. Voilà. Donc, je pense comme ça et je vous invite quand même à réfléchir sur votre marché. Si vous ne pouvez pas, quand tout le monde freine, vous accélérez. Je le vois sur les quelques clients qui continuent d'accélérer. Il y en a beaucoup qui restent comme ils sont, beaucoup qui freinent, mais quelques-uns qui disent je veux vraiment passer leader sur la thématique. Donc, je profite de ce moment-là pour accélérer et mettre des choses en place. Voilà. Donc voilà, moi je suis plutôt pour la stratégie offensive et de me dire qu'une période de crise, c'est le moment de trouver des opportunités. Choisissez votre camp, les choses ne sont pas toujours si faciles, mais il y a certains secteurs où ça y va bien encore et voilà. Et je suis pile poil dans les temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses et encore merci à toutes les équipes de CMJ et Nico. Eh bien, merci Elliot pour cette conférence où le défi était large, de dresser un grand panorama des grandes tendances SEO 2023 à avoir en tête. Et là, tu nous as donné une très belle vision de ce qu'il faut connaître de manière générale sur le SEO. Donc, c'est vraiment top. Alors, je vois qu'il y a une pluie de questions pour toi. Donc, je te propose… Si je ne peux pas répondre à tout, vous pourrez me les repasser en privé ou les gens peuvent venir me voir, il n'y a pas de problème. Vous avez mon mail sur le site, mon téléphone direct. Voilà. N'hésitez pas, en effet, parce qu'on ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions. Là, j'ai une première question, alors que je trouve d'ailleurs assez intéressante. Je pense que ça fait écho à l'introduction qu'on faisait avant de démarrer la conf. Une question de Hugo, qui est étudiant, et qui demande pourquoi y a-t-il autant de mal à recruter en SEO? Ça serait quoi, toi, ton avis là-dessus? Pourquoi les entreprises ou les agences ont du mal à recruter des SEO? Il n'y a pas de formation en SEO réelle et certaines entreprises ne peuvent pas se permettre de former de A à Z des collaborateurs. Moi, tu vois, j'ai eu des alternants qu'on a formés, c'est 6 mois de formation en fait. Et ils sont en école de commerce, ils ont eu des cours de SEO. Mais j'ai même envie de dire, j'aurais préféré qu'ils les aient pas en fait. Parce que voilà, c'était pas comme je voulais. Donc il n'y a pas de formation réelle et tant qu'il n'y aura pas de ça, l'étudiant il arrive, il pense connaître le SEO parce qu'il a eu un cours de ne serait-ce que 10 heures. Soit il a eu vraiment quelqu'un de calé, mais c'est rarement le cas et on comprend, c'est un peu généraliste. Et c'est à l'entreprise de payer la formation. Et aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se permettre, même avant, de passer un salarié 6 mois. Voilà, même s'il y a des aides Pôle emploi, il y a des choses à mettre en place. Mais bon. Alors je crois qu'il y a peut-être l'école The Bridge. Du coup, je voyais dans le chat, on en avait parlé en début. Vous pouvez vous renseigner sur cette école-là, mais c'est vrai que du coup, je rejoins Elliot. Il y a un manque de formation ultra spécialisée sur le sujet. Et du coup, pour se former au SEO, c'est souvent en autodidacte ou au sein de l'entreprise directement, en effet. Ensuite, on a une question. Selon toi, c'est quoi ton avis justement sur l'avenir du SEO par rapport à l'avènement des intelligences artificielles? Alors, je pense que ça sera un peu la question 2023. Alors, j'en ai aucune idée, clairement. La seule chose que je peux dire, c'est Bing concurrent de Google. Si tu mets ChatGPT dans Bing, tu n'as plus besoin de site web et tu n'as plus besoin de SERP. En fait, tu réponds à la question d'internaute directement. Voilà. Et ChatGPT peut te générer la réponse en fait directement dans le moteur de recherche. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une SERP? Sachant que ça me fait plaisir, les droits d'auteur commencent quand même à se poser. On l'a vu avec le Wall Street Journal, ils commencent à dire si vous générez du contenu sur la base de notre contenu, il y a des droits d'auteur. C'est invérifiable et incontrôlable, mais au moins les auteurs commencent à se dire, parce que oui, le truc a appris avec nos contenus à nous. Comme la P0 de Google. Google te fait une P0, il donne publiquement ta réponse sans avoir été sur ton site. Il y a un côté, tu vois. Donc moi, demain, je dis clairement, est-ce qu'il y a encore une SERP? Est-ce qu'il y a encore du SEO? Et clairement, j'en sais rien. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Changer une méthode de recherche est très compliqué. Ça, c'est certain. Mais il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est clair. Oui, donc ton conseil, c'est de bien suivre justement. Au final, les changements, c'est dur à prédire, mais il va y avoir des changements dans tous les cas, quoi.
en effet. C'est obligé de la puissance du truc, ouais. Alors ensuite, on a une question. Selon toi, le fait de lancer des annonces Google Ads, est-ce que ça influence, j'imagine positivement, le référencement naturel? Alors, en théorie, non, dans le sens où Google dit que c'est deux, et c'est vrai que c'est deux régies bien séparées ou autres. En réalité, un autre des critères, je vous ai cité le multicanal, AdWords est un multicanal, au même titre que AdSense, au même titre que Twitter Ads, LinkedIn Ads. Donc, le fait d'ajouter un autre canal d'acquisition et d'autres visiteurs, Google se dit, attends, il achète du trafic, donc c'est une boîte sérieuse. Donc, il a quand même mis une stratégie, il n'est pas dépendant de nous et c'est pas mal pour tout le monde. Donc, du coup, c'est un site quand même qualitatif. On voit des sites très bien positionnés qui ne font pas de SEO juste parce qu'ils font de la pub télé. Et ils ont naturellement une recherche de leur marque, donc le côté branding, et naturellement, ils génèrent du trafic. Donc, Google dit, bon, bah, si les gens recherchent un tel, c'est peut-être qu'il répond bien à la question d'internaute. Donc, je vais le pousser. Il y avait une discussion, mais qui s'est passée en off, donc je ne citerai pas de nom. Google, entre guillemets, préférerait, je mets bien au conditionnel, qu'on balance des centaines d'euros dans des liens sur des plateformes plutôt que d'aller magouiller des web profils, des commentaires et des liens forums. Parce que vu que c'est gratuit et que ça se fait avec des outils automatiques, c'est dur à contrôler. Par contre, une boîte qui dépose 1 000 ou 2 000 euros par mois d'achat de liens, c'est une entreprise sérieuse qui ne va pas faire d'arnaque, qui ne va pas faire de non-livraison. C'est une entreprise qui veut vivre. Donc, c'est ça, en fait. Entre guillemets, toujours entre apprendre avec des pincettes, entre guillemets. Intéressant comme regard. Voilà. Autre question, c'est vrai que d'ailleurs c'est une question qui revient assez souvent, le désaveu de liens, donc les liens désavoués. J'ai quelques clients qui sont victimes de backlinks toxiques, que devrais-je faire? Certains suggèrent de les désavouer dans la Search Console, je suppose, tandis que d'autres te recommandent de ne pas du tout le faire, car en plus potentiellement ça peut mener à des pertes de position. Quel est ton avis là-dessus, sur le désaveu de liens? Déjà, il faudrait savoir si les liens sont vus dans un outil ou sur la Search Console, parce qu'il y a plein de liens que te remontent les outils bien connus. On les voit jamais en Search Console, en fait, parce que déjà le lien est éphémère, le site il tient pas, donc voilà. Et moi je pense vraiment qu'aujourd'hui Google a tellement de mal à identifier un bon lien d'un mauvais, et au pire des cas le jus est coupé, ça amène 0, dans le meilleur des cas ça t'amène un peu. Et moi je l'ai même vu sur un concurrent qui s'est fait sur un de mes sites e-commerce qui s'est fait spammer. Il commençait à me rattraper alors qu'il était nul en tout. Le site n'était pas en HTTP. Alors, il y a quelques années, hein. Le site n'était pas en HTTPS, il n'était pas mobile friendly, c'était du web des années 2010. Mais le mec se prenait un volume de spam colossal, ce qui faisait que ça faisait quand même passer un peu de page rank qui montait. Moi, je serais d'avis de rien faire. Le seul moyen pour moi aujourd'hui, si tu veux vraiment dézinguer un site, c'est si tu mets des angles vraiment exacts. En gros volume. Là, ça peut peut-être déclencher des trucs, et encore, je ne suis pas spécialiste du négatif SEO, mais moi je laisserai comme ça, je me prendrai pas la tête en fait. Ok. Ensuite, alors tu avais parlé de cloaking à un moment donné, justement dans ta conférence. Là, on a une question de Pierre-Alexandre. Conseilles-tu d'offusquer entièrement un méga menu pour mieux gérer son maillage interne? Ça dépend. Non, ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Non, mais ça va être ça toute la journée. Non, mais je ne peux pas répondre en fait. C'est pour ça que je l'avais mis vraiment en mode. Et c'est là où je disais en fait, il y a une expertise entre guillemets, c'est que même si tu connais le mot cloaking, la décision à prendre, elle est de plein de paramètres, quoi. Est-ce que le site est gros, pas gros? Est-ce qu'il a pris des pénalités par le passé? Comment il a vécu? Est-ce qu'il a beaucoup de backlinks? Est-ce qu'il y a un gros volume de pages? Comment est fait le maillage interne? Tu vois, il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est un peu une décision. Et même des fois, moi, je conseille de cloquer pour des clients. Je montre à des copains, ils me disent pourquoi tu as fait ça, tel volume, on s'en fout, ça n'a pas d'impact. Oui, mais notamment du nombre de pages, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais quand la SERP est assez concurrentielle quand même et que tu as du monde qui arrive avec du gros backlink et tout, surtout quand l'agence te dit nous on a déjà créé un module de cloaking, en quelques heures, c'est mis en place. Bon, allez, on s'en prive pas, quoi. Ok, super. Ensuite, dans ta conférence, tu avais parlé beaucoup de maillage interne comme une tactique, et je te rejoins là-dessus, qui est souvent sous-estimé, hein, c'est-à-dire que le ratio effort versus gain, il est excellent, mais assez peu utilisé. Et si tu devais donner un ou plusieurs exemples de sites web où tu trouves que le maillage interne est bien fait, notamment sur du local, c'est-à-dire par exemple métier plus ville, ça c'est une question de Guillaume. Alors, surtout dans cette thématique-là, j'ai pas forcément d'exemple.
Je dirais de regarder un peu les premiers qui se positionnent, et dans l'eau, il y en a bien un qui fait forcément le job, donc tu vas pouvoir trouver. Mais métier plus ville, ça serait de lier entre elles les communes de l'agglomération et de remonter vers le département, qui remonte vers la région, qui remonte vers la homepage, quoi. Je suis plombier en France. Dans les plombiers en France, j'ai un plombier en Auvergne. Alors, j'ai pris l'Auvergne, je n'ai pas de ville, mince. J'ai un plombier en Île-de-France. Dans les plombiers en Île-de-France, j'ai Paris. Et dans Paris, j'ai Paris 12. En fait, et voilà. Et en dessous de Paris 12, je peux dire, on intervient aussi dans tous les arrondissements. Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4. Et en haut, je dis on intervient en Île-de-France. Ça me permet de remonter. C'est le maillage type cocon sémantique classique, mais qui ne convient pas dans tous les cas. Parce que dans le cas où vous voulez pousser une page produit, votre cocon, il faut quand même que des fois, il soit un peu déstructuré et qu'il remonte vers, des pages que vous voulez pousser. D'ailleurs, pour donner 2 exemples, en tout cas de mon côté que je peux recommander, c'est Superprof, où justement sur métier et ville, ils sont pas mal, même très bien. Et sinon, de manière assez générale, vous avez Meilleurs Agents, où là d'ailleurs il y avait une très belle conférence au SEO Camp, où là, pareil, on n'est plus sur de l'immobilier, mais on est quand même sur ces sujets-là d'avoir du maillage interne et des grosses volumétries de pages. Je crois que de toute manière, tous les sites un peu à la type Star of Service sont assez bien foutus. Je crois que Star of Service a peut-être été un des premiers à le mettre en place, mais tous ces sites un peu qui s'en sont inspirés fonctionnent assez bien, quoi. Et ouais. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette première conférence. Un grand merci à toi, Elliot, pour tout ton partage auprès de chacun. Je vous rappelle, vous aurez les replays en tant qu'inscrit par email, donc vous pourrez re-regarder chaque conférence. Et donc là, on vous propose 10 minutes de pause et ensuite, nous allons reprendre à 10h30. Pour une très belle étude des cas d'Assureland. Je pense que tout le monde connaît Assureland. Étude de cas où Assureland est allé chercher des très belles performances SEO grâce à une super stratégie de contenu. Je vous rappelle également, parce que là, les salles sont plutôt pleines, il y a des limites techniques. Donc, connectez-vous aux conférences 10 minutes avant, c'est-à-dire maintenant, pour augmenter vos chances de pouvoir assister au live. Un grand merci à tous. Et puis, du coup, on vous rejoint, on vous retrouve à 10h30 pour la prochaine conférence. Merci à tous et merci à toi, Elliot. Merci, Nico. Merci tout le monde.